Qui aurait cru que Meliodas, dragon de la colère des Sylvains d'Elysins, patron du bord Attis est toujours appelé ainsi, et roi de Lyonesse, posséderait même sans le savoir une arme fatale à tous qui n'est nul autre que sa bouffe, car il vient entre guillemets d'assassiner un chevalier prophétique. Salut les bros, ici Big Manga, excusez-moi du retard qui est dû au partiel, mais c'est enfin terminé. Alors, nous nous retrouvons pour parler du chapitre 28 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Départ, un chapitre calme qui nous donne une information capitale sur Camelot, car petit spoil, il y a un groupe de chevaliers malveillants. Et aussi ce que je ne voulais pas voir se produire, c'est produit. Mais nous pouvons dire que ça c'est quand même produit de moitié. Nous allons parler. Pour soutien, j'attends votre abonnement, votre pouce bleu, votre partage et votre commentaire. Alors, nous avons une page couleur qui nous montre les nouveaux vêtements des chevaliers apocalyptiques et de leur pelletin. Vraiment, niveau badassitude, perso, je vous le dis, je m'attendais à plus. Même si perso, le seul vêtement que je retiens reste celui de Govan qui porte un mélange d'Escanor et de Merlin. Et il y a aussi Lancelot qui porte des vêtements d'Issan car il a gardé ses anciens vêtements. Perceval ressemble juste à un clown. Mais je ne dis pas que j'apprécie ou déteste personnellement leurs vêtements. Anne a un look qui ne lui ressemble pas environ au look de Diane. Tristan qui a une botte en moins. Perso, je suis pas trop fan. Chiotte et Jade avec un costume basique. Et déjà, il nous est dit que Gil n'a pas trompé Margaret vu que Chiotte a des cheveux violets. Isolde n'est pas blonde vu qu'elle a des cheveux roses si je ne dis pas de conneries. Je plains les gens qui l'ont colorié en blonde. La tenue de Nazienne, perso, ça ne m'a pas déplu. Donnie, j'ai aimé vu qu'il reflète sa lignée familiale de forgeron, vous connaissez. J'espère vraiment qu'ils bousilleront ses vêtements avec le prochain arc, qui j'espère sera une sorte d'entraînement ou un truc du genre. Car perso, à part Donnie, Govan, Lancelot et un peu Naïsienne, je ne kiffe pas trop ce nouveau look. Mais passons car je pars trop de leurs vêtements, putain. Alors, le chapitre commence avec Guenièvre rentrant chez elle avec l'identité du personnage en noir révélée et c'est nul autre qu'Ironside, le chevalier rouge de Camelot, venu pour amener la princesse de Cameliard, Guenièvre, à Camelot. Alors, il lui demandera si elle était Guenièvre, la princesse de Cameliard, qui possède la magie de type vision kaléidoscope, car il avait besoin de son pouvoir dans leur royaume. Guenièvre lui demandera d'arrêter de tourner autour du pot et de lui dire clairement qu'il était là pour l'enlever. On lui qualifiera de l'un des 4 périls, Ironside, le chevalier rouge. Nous allons parler de ces 4 périls après la review, car en faisant des recherches, j'ai trouvé un ou deux trucs importants à leur sujet. Petit spoil, il serait lié au chevalier de la prophétie. Nous allons parler. Alors, Ironside sera stupéfait de voir à l'œuvre son pouvoir magique, car c'est fascinant. Il se posera la question du pourquoi elle n'essayait pas de demander de l'aide ou de s'enfuir si elle savait déjà ce qui allait se passer. Elle dira qu'il y a un lourd prix à payer si l'on essaie de changer le futur, oui. Voilà pourquoi elle n'essaye pas de le faire. Reste à savoir si c'est sur elle que tout cela retombera ou sur la personne qui essaie de le changer. Mais nous pouvons noter que le futur qu'elle entrevoit peut être changé, mais avec un lourd prix à payer. Déjà, ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, non, la semaine d'après, je sais pas quoi, sur son pouvoir s'avère faux. Vu que si c'était le cas, elle ne connaîtrait pas les 4 périls. Donc si son futur est relié d'une manière ou d'une autre à une personne éloignée à elle, elle pourrait quand même l'entrevoir, c'est noté, même si je n'avais pas oublié d'émettre cette supposition. Alors nous sommes ramenés vers Lancelot qui se questionnera et arrivera à la conclusion que c'était Guenièvre leur espoir. Il accourira vers elle pour lui sauver, mais ils disparaîtront, elle et Ironside. Mais elle garde toujours espoir de revoir Lancelot un jour, car c'est gravé dans la pierre. Nous allons aussi parler d'elle, non plutôt de son pouvoir magique à la fin. Alors après que Lancelot soit arrivé trop tard, nous sommes ramenés vers Percy et compagnie, avec un Percy qui va les apporter leurs nouveaux vêtements. Ils les essayeront direct et il y aura aussi le bac de l'Ouroboros sur une partie de leurs vêtements pour montrer leur amitié soi-disant éternelle. Alors la bande Tristan se ramènera avec leurs nouveaux vêtements. Tristan dira à Anne qui n'est pas trop satisfaite de son nouveau look que
Lancelot n'a rien changé car ses vêtements étaient intacts lors de la bataille dernière. Et aussi car ils avaient été fabriqués par le roi des fées. Anne se demandera qui était ce roi. Alors nous sommes ramenés au toit là où nous avons Méliodas picolant dans son coin. Et alors Gawain apparaîtra. Méliodas en lui regardant s'étonnera de voir les habits qu'elle portait. Gawain se mettra un peu en ronde car Méliodas n'a aucun scrupule à envoyer son fils vers la mort pour sauver le monde. Et en fait les vêtements de Gawain s'adaptent à sa magie et aussi au changement de taille qu'elle a. Oui, selon moi, ce sort a été jeté par Tétis car j'ai vu des gens parler de Merlin par-ci, Merlin par-là. Mais n'oubliez pas Tétis. Alors, elle dira à Méliodas qu'il croit vraiment qu'elle combattra Arthur avec eux. Elle ajoutera qu'elle pourrait les trahir lorsque ça l'arrangera. Méliodas lui répondra en lui disant qu'elle est venue et que c'était le plus important. La meuf sera toujours énervée et alors Méliodas sortira une quantité inouïe de pudding, nourriture qui est selon Gawain sa raison de vivre. Elle sautera sur le plat sans accorder d'importance à la personne qui l'avait préparé. C'est quand même le pire cuisinier du monde de Nanatsui. Alors en prenant une bouchée du plat, le voyage sera retardé d'une journée car plusieurs symptômes apparaîtront sur elle après avoir bouffé ce plat. Oui, perso je vous le dis, si Méliodas avait vraiment envie de battre Arthur, il n'avait qu'à lui donner une bouchée de l'un de ses plats mortels. Car en une bouchée, il a retardé le voyage des chevaliers apocalyptiques et a laissé clouer au lit le chevalier de la famine. Ce chapitre perso je l'ai apprécié à part Guenièvre qui s'en va. J'espère qu'elle n'épousera pas Arthur et deviendra juste la personne qui leur aidera dans leur lutte contre les calamités avec son pouvoir magique. Je l'espère car ça serait juste chelou de voir épouser Arthur. Le titre du prochain chapitre est le début des 4 chevaliers de l'Apocalypse, ou plutôt les 4 chevaliers commencent. C'est du par eux-mêmes, on s'en fout. Donc leur voyage commencera demain avec des tenues aussi nazes, avec bien sûr quelques exceptions. Mais parlons de ce que Guenièvre dit concernant son pouvoir en utilisant la citation suivante. Je ferai face à un prix plus élevé à payer si je m'opposais au destin. Je me demande si Nakaba gardera ce même raisonnement. Peut-être qu'avec son pouvoir, elle a vu ce qui arrive aux gens s'opposant au destin. Alors son pouvoir, comme celui de Bartra, permet à certains individus de voir certains événements susceptibles de se produire ou devant se produire. Je creuse peut-être trop fort là-dessus, mais c'est un terme qui a toujours été présent dans la série comme l'éternelle récurrence dans les péchés mortels. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une entité comme le chaos, mais d'une certaine force ou présence qui est immanente dans le temps, mais qui ne peut être perçue pour le simple être que par certains individus. Le fait que cela puisse être perçu ne signifie pas que ces individus ont le potentiel de jouer avec ces règles. Mais que se passerait-il si quelqu'un essayait d'enfreindre ces règles? Il payera un lourd prix. Mais quel prix? Reste à savoir si le chaos peut aussi payer le prix dû aux gens manipulant le futur qu'elle entrevoit. Car n'oublions pas que son pouvoir manipule la réalité. Reste à savoir ce qui se passerait si ces deux colosses se rencontraient, chaos et vision. Mais parlons des 4 périls, car il y a beaucoup à dire sur eux. Selon le wiki, les 4 périls sont 4 êtres malveillants qui existaient dans la mythologie chinoise et les homologues sont antagonistes des 4 animaux bienveillants. Les bêtes en question sont le dragon d'azur, l'oiseau vermillon, le tigre blanc et la tortue noire. Nous avons donc des couleurs rouge, blanc et noir. Jusqu'à présent, Ironside et Pelgard correspondent à la facture étant les chevaliers rouges et noirs. Cela étant dit, Azur fait également référence à la couleur verte. Le caractère utilisé ne distingue pas ces couleurs, bien que le wiki japonais donne ce caractère pour le vert. Il y a donc une chance que nous voyons le chevalier vert dans le groupe. J'imaginais déjà Arthur avoir son propre groupe de 4 puissants chevaliers qui seraient comme sa réponse aux 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et cela semble être le cas. Je me demande qui pourraient être les 2 autres. Car selon moi, déjà avec le titre de Pelgard, chevalier noir, il a complètement sa place au sein du groupe. Et aussi parce qu'il ne semble pas fléchir face à Ironside. Donc il posséderait hiérarchiquement le titre qu'est l'un des 4 périls. Peut-être l'autre serait Mordred,
car dans les légendes, il est puissant si je ne dis pas de conneries. Et le dernier ou la dernière serait Jéricho. Et déjà leur titre, les 4 périls et leur nombre suggèrent qu'ils sont censés être l'équivalent d'Arthur des 4 chevaliers de l'Apocalypse, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc je suppose que les deux groupes vont être liés. Parmi ces chevaliers, si Jéricho en fait partie, Perceval et Lancelot ont déjà des ennemis parmi les chevaliers d'Arthur sous la forme d'Ironside et Jéricho. Mais je me demande si Jéricho est suffisamment importante aux yeux d'Arthur pour être considéré comme l'un de ses meilleurs chevaliers. Là encore, étant donné la performance de Lancelot contre Arthur, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Jéricho être une menace pour lui. Non, pas qu'elle soit proche de son niveau non plus, mais c'est quelqu'un que Lancelot ne peut pas immédiatement neutraliser avec sa dimension de traquage, car il ne veut pas lui tuer. Je suis très curieux de connaître les adversaires désignés de Tristan et Gawain. Si un chevalier du chaos avait réussi à assassiner Barthes, alors ce type aurait fait un adversaire digne de Tristan. Cependant, une telle dynamique aurait également rendu la situation de Tristan presque identique à celle de Perceval. Alors peut-être que quelque chose d'autre fonctionnerait mieux. Je suppose que l'ennemi de Tristan serait l'un des personnes les plus détaillées présentées lors de la réunion des chevaliers d'Arthur, et idéalement le grand chevalier dans le casque à 4 faces, car il est probablement mon dessin préféré du groupe. Il s'est montré sur le dirigeable récemment aussi, mais je pense aussi à Pellegarde, car il lui a dit qu'il ne montrerait pas de pitié la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Mais Pellegarde lui-même est quelqu'un qui pourrait trahir Arthur plus tard et mourir à cause de cela. Alors peut-être qu'un nouveau personnage le remplacera en tant que chevalier noir. L'ennemi de Gawain serait soit Pellegarde, puisqu'ils se sont déjà affrontés auparavant, soit le chevalier vert qui est lié à Gawain dans les légendes arthuriennes. Le chevalier vert serait l'option évidente, mais j'ai l'impression que ce personnage est suffisamment important pour qu'il puisse apparaître plus tard dans l'histoire en tant qu'antagoniste entièrement séparé. Mortlach semble également être un candidat populaire, mais jusqu'à présent, il y a eu un fossé clair en termes de pouvoir et de pertinence entre les chevaliers nommés d'après l'alcool et ceux qui ont des noms plus spécifiques. Je sais que c'est si soudain, mais j'ai eu le pressentiment qu'Escanor, le badass, va peut-être réapparaître dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ici, Mortlach était la version sombre d'Escanor, mais il y a 2 personnes différentes avec le même nom, Escanor. Dans la série originale, Nakaba prévoyait initialement d'avoir 2 personnages, un vieil homme et un enfant, pour porter le péché de l'orgueil. Il a changé ses plans, mais la fiche d'Escanor est restée pour nous raconter cette histoire. Maintenant, je m'attends à ce que Gawain et un autre personnage qui a le pouvoir de Sun Chin ait une confrontation dans cette suite. Le récit de Nakaba sur Sir Gawain contre Escanor le vieux. Peut-être, croisons les doigts. Je vois peut-être des choses, mais la page couleur du nouveau chapitre présente des croquis d'un utilisateur de Sun Chin qui ne ressemble pas à Gawain. Si j'ai raison, les croquis pourraient concerner soit les premières conceptions de Gawain, soit un deuxième utilisateur de Sun Chin. Je sais que c'est trop tôt pour de telles théories, alors je ferais mieux de m'arrêter là. À propos de Gawain, les images de Camelot sont pleines de morts et de gens comme Jéricho qui vivent avec des gens qui ne devraient pas exister du tout. Je commence à me poser des questions plus fondamentales sur elle quand Nakaba essaie si fort de créer un lien entre Gawain et Escanor. Cela me rend d'autant plus curieux de savoir pourquoi il devrait faire une telle chose. Rendre les fans de Sun Chin et les fans d'Escanor heureux? Je ne pense pas. Je crois qu'il nous pousse à croire quelque chose qui n'est pas vrai pour préparer nos esprits à un twist. Il y a des gens qui en parlent. Le soleil de Gawain est-il vraiment la grâce elle-même? Est-elle même un chevalier de l'Apocalypse? J'adore ce personnage, donc j'ai naturellement tendance à trop réfléchir et à trop attendre d'elle. Je veux qu'elle sorte au plus vite de l'ombre d'Escanor et de Merlin. Plus Nakaba cimente l'idée que Gawain est l'héritière d'Escanor, plus je m'attends à ce qu'il brise ce chemin. Il n'a aucune autre raison d'insister sur les similitudes en tant que mangaka expérimenté. Je ne m'attends pas à ce que Nakaba agisse comme un niais et nous montre des plans d'aussitôt. Je m'attends aussi à les voir, eux, les 4 périls, avec une magie élémentaire comme la magie légère, car l'un de ses sorts, ceux d'Ironside, crée des étincelles dans l'air qui explosent en étoiles qui coupent les choses. La magie légère correspondrait également au terme élémentaire si Pellegarde, Jéricho et Mortlach s'avéraient être les périls restants. Alors,
Il y aura en fait un chemin soigné avec leur capacité magique, puisque Mortlach semble avoir une magie basée sur l'obscurité ou l'ombre. Je doute cependant que Mortlach soit l'un des quatre périls. En parlant du chevalier vert, que pourrait être Mortlach, on oublie vraiment un détail important. On disait que le chevalier vert avait des bois de cerf sur son casque. Regardez le chapitre 6 et vous trouverez un chevalier avec ses caractères. Il est le plus susceptible d'être le chevalier vert qui s'appelle probablement Bertilac. Et à propos d'un chevalier blanc, ce qui exclut Jericho du groupe, le seul que j'ai vu qui porte ce surnom sur le site web de Nick Bringer. Je sais que j'ai mal prononcé le nom du site, mais on s'en fout. Le chevalier blanc est Hector, le père adoptif d'Arthur et aussi le père de Kay. Alors peut-être que le chevalier blanc serait Kay. Petit rappel, c'est Govan elle-même qui est arrivée avec une armure ornée d'or. Mais vu qu'elle fait partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse, j'y crois moyen, mais ça pourrait être vrai. Je n'y avais pas pensé, mais puisque Tristan était déjà sûr qu'elle était l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse et que Lancelot savait que Perceval en était un aussi, je suppose qu'il connaissait déjà l'identité et le nom exact de chaque calamité. Pour l'identité de Govan Percy, c'était un peu facile, mais Govan vivait très loin, donc c'est étrange. Mais je ne pense pas que cela arrivera non plus. Oui, elle n'est peut-être pas un agent double, mais ce serait certainement amusant, d'autant plus que la prophétie est exactement vague en l'état actuel des choses, vu que les 4 chevaliers ne sont jamais mentionnés comme étant une unité cohérente ou autrement cette réputation de destructeur. Au moins, les Signes avaient la réputation parmi la population générale d'être soit un ordre de chevaliers, soit une bande de guerriers plutôt impitoyables. Rien n'a jamais dit que les 4 chevaliers de l'Apocalypse devaient tous être amis ou travailler en étroite collaboration. Seulement que leur existence est une menace pour le royaume éternel et son dirigeant Arthur Pendragon. Certains ont souligné que beaucoup de chevaliers du chaos que nous avons vus jusqu'à présent portent des noms basés sur des distilleries écossaises. C'est peut-être ainsi que nous pouvons dire lesquels sont les plus faibles et lesquels sont les plus forts ou les mieux classés. Les chevaliers du chaos avec des noms basés sur des distilleries sont probablement ceux de rang inférieur qui sont plus faibles, probablement des recrues récents. Tandis que ceux avec des noms qui ne le sont pas ou avec des noms basés sur les chevaliers de la tradition sont de rang supérieur et plus élitistes, vétérans probables. Donc de loin les seuls dans cette catégorie étant Ironside, Pelgard et Jericho. Aussi je suppose. Voilà pourquoi le choix de Mortlach me fait toujours poser des questions. Concernant la prophétie, il n'a jamais été dit que le traître et l'assassin viendraient en même temps. Alors en fait 2 espoirs qui ont été arrachés séparément. Le premier espoir étant le prisonnier avec le chemin de Camelot arraché par la lame du traître Jericho, et le second espoir était Guenièvre arraché par l'assassin du chaos Ironside, dont le titre complet est Ironside l'assassin. Ironside qui après un certain moment entre avec des involtures dans Lyonesse après avoir été forcé de partir avec Arthur l'autre jour. Mais cela correspond à ses actions de la tradition. Dans la tradition, le chevalier rouge Ironside kidnappe une princesse de Lyonesse. Bien que Guenièvre ne semble pas être liée à Bartra, c'est une princesse qui est actuellement à Lyonesse. Donc, de ce point de vue, je suppose que cela compte un peu. Nous savons qu'Ironside peut avoir un peu un visage émotif, mais jusqu'à présent, je pense qu'il ne l'a mis qu'une seule fois lorsqu'il a tenté de tuer Perceval en dernier recours, en quelque sorte désespéré. Je crois que pendant toutes les autres fois, il est assez authentique, ce qui rend cela plutôt intéressant car il semble devenir extrêmement émotif au point de devenir paranoïaque lorsqu'il s'agit de son propre fils. Je ne pense même pas qu'il aurait cette réaction particulière avec d'autres chevaliers de la prophétie, mais uniquement avec Perceval en particulier. Personnellement, je veux vraiment savoir ce qui s'est passé dans le passé avec la mère de Percy et aussi entre Ironside et Vargas. En dehors de ces gens, Ironside semble presque raisonnable et oserais-je le dire cool. Vraiment, mais là devrait vite renvoyer le tailleur qui a fourni tous ces vêtements. Oui, à part, je le répète, quelques-uns. Je finirai cette vidéo en vous disant que Méliodas est un idiot. Il pourrait simplement servir de la bouffe à Arthur au lieu de rassembler les chevaliers apocalyptiques pour s'occuper de lui, car sa bouffe est une tuerie dans le sens propre du terme.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui sort super tard. Pour le soutien, j'attends un max de likes, un max d'abonnements car nous nous rapprochons des 900 abonnés, un max de partage pour plus agrandir la chaîne et aussi vos commentaires concernant le chapitre et la vidéo. Rejoignez mon Insta, mon Twitter et ma seconde chaîne pour les chapitres en VF, le groupe Discord et le groupe Facebook pour parler du manga avec plus de monde. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.